Citoyennes, citoyens, chers amis, chers camarades, lors de la période 2021-2022, le PRCF avait lancé donc la revue de presse qui a été interrompue pendant plusieurs mois pour diverses raisons et que nous reprenons à partir de cette rentrée 2023. Une revue de presse avec une formule modifiée qui parlera bien entendu de l'actualité de la semaine écoulée et qui permettra d'avoir un rendez-vous hebdomadaire, a priori plutôt le dimanche soir, cela reste à définir, mais de toute façon vous serez bien sûr informés sur la tenue de cette revue de presse. Une revue de presse qui va parler pour cette rentrée 2023 de la période qui s'est écoulée entre le 28 août et le 3 septembre. Et pour commencer, parler d'un événement, l'événement de la semaine, ou plutôt un non-événement, puisqu'il s'agit de la réunion orchestrée par Emmanuel Macron, le mercredi 30 août, avec les chefs de parti pour des palabres de 12 heures. Ce qui a même fait dire d'ailleurs à Manuel Bompard, le chef de file, le coordinateur de la France Insoumise, qu'il avait eu l'impression de vivre 12 heures sur la planète Mars. Moi j'ai eu l'impression de vivre un peu 12 heures sur la planète Mars, avec un certain nombre de débats, de discussions, de dissertations, mais aucune annonce, aucune mesure concrète sur les problématiques et les priorités qui sont les priorités aujourd'hui des Françaises et des Français. On s'est battu, ça a été dit, on a porté des propositions concrètes sur le blocage des prix, puisque les prix ont atteint des niveaux extraordinaires. Le président de la République l'a balayé d'un revers de la main. Il a évoqué la question des référendums. Nous avons dit l'ensemble des formations politiques de la NUPES que le premier référendum à faire dans ce pays, c'est le référendum sur le projet de loi sur la retraite à 64 ans. Il a dit qu'il assumait sa réforme et qu'il n'était pas question de la soumettre à référendum. Il n'a pas eu un mot sur les enjeux climatiques, ce qui après l'été qu'on vient de vivre avait quand même un caractère extrêmement surprenant et anachronique. Bon voilà, à chaque fois qu'on a fait des propositions, on avait l'impression qu'on nous répondait soit non, soit groupe de travail, on verra peut-être. Bon voilà, je pense que c'est normal qu'on soit venu porter les propositions qui sont les nôtres, mais honnêtement, on n'a pas en face de nous un interlocuteur qui est prêt à entendre ces propositions. Et donc je crains que les Français ressortent très déçus de ce rendez-vous. Mais la véritable question qu'on peut se poser, c'est pourquoi avoir accepté d'honorer un tel rendez-vous, dont la seule fonction est finalement d'essayer de redonner un peu de légitimité à un despote totalement carbonisé, et qui d'ailleurs n'a jamais eu aucune légitimité depuis 2017, et qui est encore plus carbonisé, on le disait, depuis la contre-réforme des retraites. Bref, le Tartuffe ne sait plus quoi inventer pour reprendre la main. Et on voit même le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, ancien ministre de la Santé, expliquer que la Macronie réfléchit désormais à un préférendum, qui consisterait à ce que les citoyens expriment leurs préférences, comme pour un sondage, pour une série de questions. Vous avez une autre innovation démocratique qui Qu'est-ce qui est, va en sortir ? pour la première fois, de proposer aux chefs de parti de mettre de côté peut-être un certain nombre de divisions de forme. Ils ne sont pas d'accord les uns avec les autres, mais ils ont des idées, des propositions à nous faire. Et le président leur dit, venez avec, on va en faire quelque chose pour les Français. Et on va en faire quoi ? Un Eh bien, référendum ? Des référendums ? Eh bien, il le dit lui-même, le président. Il est ouvert à faire un référendum, et pourquoi pas même un préférendum. Alors pour les Français qui vous regardent, qui disent qu'est-ce que c'est que ce truc. Préférendum, c'est un concept qui nous permettrait de tester plusieurs sujets à la fois au cours d'un même vote. Par exemple, vous pouvez poser des questions multiples aux Français. Je ne dis pas que c'est ce qui est sur la table, mais je dis que le même jour, ce ne serait pas plusieurs référendums les uns après les autres, ce serait peut-être un référendum dans lequel il y ait plusieurs cases à cocher. Vous connaissez le reproche qu'on fait souvent à un référendum, c'est qu'on dit que les Français vont voter pour ou contre celui qui pose la question. Peut-être qu'en posant plusieurs questions, les gens vont peut-être se lâcher sur un item et pouvoir répondre aussi sur le fond, sur l'ensemble des autres questions. Ce que je veux vous dire, c'est que quand on parle d'innovation... Quelle forme, si j'essaie de comprendre, c'est quoi ? C'est des papiers avec plusieurs questions, il faut cocher, il faut... Quand on parle d'innovation, et quand je vous dis que les choses ne sont pas écrites par avance, c'est que justement, c'est ce qu'il faut discuter avec les chefs de parti. Et quand je vous parle d'innovation démocratique, et quand le président annonce une initiative d'ampleur, c'est que c'est bien l'innovation d'ampleur. Mais selon Guillaume Drago, qui est professeur de l'université Paris-Panthéon-Assas, il s'agit, pour le pouvoir politique, ni plus ni moins, de s'affranchir des règles de notre droit et de notre démocratie pour organiser à sa main un processus qui ressemble à un référendum, en consultant les Français par un vote sur une ou plusieurs questions, dans des votations différentes, sans que cette consultation ait un effet juridique précis.
Et d'ailleurs, Guillaume Drago d'ajouter que ce nouveau concept de préférendum est fait pour contourner les règles de notre Constitution. Parce que nos dirigeants craignent l'expression démocratique du peuple français. On l'a d'ailleurs bien vu à l'occasion du référendum du 29 mai 2005. L'expression démocratique du peuple français dans un vrai référendum constitutionnel ou législatif, ou dans des élections législatives qui suivraient une dissolution pour sortir de cette majorité relative parlementaire qui ne pourra tenir dans la durée. Et ce qui est certain, c'est que ce soit le grand débat, le fameux grand débat avec les Gilets jaunes, les conventions citoyennes bidons, ou encore le Conseil national de la refondation, eh bien on le constate, l'efficacité de ce dialogue avec les Français, ce n'est que du vent. Et pourtant, il y a un homme qui semblait satisfait de ce dialogue rétabli avec le despote, Fabien Roussel, secrétaire national du PCF-PGE, pour qui le positif c'est le dialogue. Et qu'a-t-il pensé de cette rencontre? Je ne peux pas dire, voici la réponse de Fabien Roussel, je ne peux pas dire que ça a servi à rien. Se parler, c'est déjà une bonne chose. Non mais ça a été utile, je pense à Manuel Bompard qui est sorti en disant « j'ai eu l'impression d'être sur Mars, ça n'a servi à rien ». C'est pas ce que vous nous dites ce matin. Je peux pas dire maintenant que ça a servi à rien. D'abord parce qu'on s'est parlé. Et donc, se parler, c'est déjà une bonne chose. Et moi, pendant 6 mois, j'ai eu le sentiment qu'on ne se parlait plus. Et que c'était même violent. Pendant 6 mois, j'ai eu le sentiment qu'on ne se parlait plus. Un couple qui se déchire, quoi. Maintenant, on sait que le président est très bon en communication. Je souhaite que les choses que nous lui avons dites puissent se traduire. Et d'ajouter la chose suivante, le président a dit qu'il n'y aura pas d'indexation des salaires sur l'inflation. Je le regrette. Bon, cela n'empêchera pas le prétendu, parce qu'il ne l'est pas, communiste Fabien Roussel de poursuivre son œuvre de dialogue, dialogue social, dialogue démocratique, dialogue républicain, dialogue tout ce que vous voulez, et il le fera lors de la fête de l'humanité 2023 à travers un débat avec Édouard Philippe. Et ça passe. Et ce après le débat qu'il avait eu avec Valérie Pécresse en septembre 2021 à la même fête de l'humanité. Il n'y a pas à dire. Parler pour ne rien dire, palabrer, cela correspond parfaitement à l'état d'esprit de la Macronie et au caractère de Fabien Roussel. Quitte à entendre d'ailleurs des échanges un peu plus communistes lors de la fête de l'humanité, on ne peut qu'encourager les participants à venir sur le stand du PRCF, à propos duquel vous aurez bientôt le programme qui sera disponible sur le site Initiative communiste. Ce non-événement de la semaine ne saurait marquer le chiffre de la semaine. Donc vous aurez un événement à chaque fois, un chiffre. Il y en a des tas en réalité, mais quitte à en retenir un facile, 11,1, que des 1, 11,1%. Eh bien c'est la hausse des prix de l'alimentation au mois d'août sur un an. Et encore, cette hausse est-elle un peu moins forte que la hausse de juillet ou même que celle de juin. Bref, la hausse des prix alimentaires dans les grandes surfaces poursuit son chemin, surtout dans les grandes surfaces, en dépit d'un faible ralentissement comme je l'ai signalé. Et d'ailleurs, le MEDES spécialisé LSA précise que sur 2 ans, l'inflation dans les grandes surfaces est supérieure à 21%. Et le PDG du 4e acteur de la distribution française, Système U, qui s'appelle Dominique Schelcher, précise que l'inflation sera durable. Et c'est un paramètre nouveau qu'il va falloir prendre en compte. Alors certes, le pic de l'inflation est derrière nous, mais les prix ne reviendront pas au niveau d'avant-crise. On ne sait même plus d'ailleurs quelle crise à force. Est-ce que c'est l'Ukraine, est-ce que c'est le Covid, on ne sait pas. Et pourtant, fin avril, Olivier Grégoire, que vous ne connaissez d'ailleurs peut-être même pas, moi le premier, je le reconnais, ministre délégué chargé des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et du tourisme, espérait que les prix pourraient baisser à l'issue de renégociations entre distributeurs et industriels agroalimentaires. Parce qu'il faut savoir que chaque année, les supermarchés et leurs fournisseurs de l'agro-industrie négocient de décembre jusqu'au 1er mars. Ils négocient quoi? Ils négocient les conditions de vente d'une large partie des produits vendus tout le reste de l'année en grande surface. Bon finalement, on se rend compte qu'à chaque fois, ces négociations profitent à qui? Aux grands industriels, aux grandes multinationales, et notamment de la distribution. Parce que ce qu'il faut quand même signaler, c'est que le prix d'un certain nombre de matières premières a décru. Et le gouvernement, en l'occurrence Bruno Le Maire, ministre de l'économie, c'est un froid de gueux dans ce bureau, c'est... Eh bien, qui est favorable à un empire européen d'ailleurs, il espère qu'il y aura un effort fait par ces grands groupes. Le problème, c'est que
Jacques Cressel, le délégué général de l'organisation patronale représentant le secteur, a précisé que très peu d'industriels ont joué le jeu. Quasiment aucun n'a voulu renégocier. Et 15 à 20 d'entre eux ont consenti des baisses de prix temporaires sur un nombre limité de produits, ce qui est très clairement insuffisant. Vous représentez des gros supermarchés comme Carrefour, comme Aldi, comme Super U. Il est 7h15, dans 1h30 tout pile, vous serez à Bercy, accueilli par le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, avec une question en tête, celle de la déconsommation. C'est ce qu'a dit d'ailleurs le président de votre fédération, le patron de Carrefour, Alexandre Bompard, hier. Les caddies se remplissent moins, les Français se privent. Est-ce que vous avez des chiffres? Est-ce que vous avez une réalité concrète derrière ce mot? Quand vous regardez déjà les chiffres de l'INSEE, du premier semestre, on était à moins 8% en consommation alimentaire. Dans nos magasins, chaque mois, on est entre moins 3 et moins 5% en volume. Tout simplement parce que les Français ont un pouvoir d'achat limité, qu'ils achètent plus de marques de distributeurs, moins de marques nationales. On est à moins 7% sur les marques nationales, plus 5% sur les marques de distributeurs. Mais au total, ils dépensent moins parce que, naturellement, ils n'ont pas assez d'argent globalement. Et c'est pour ça que nous souhaitons que la baisse des prix s'enclenche enfin. Qu'est-ce que vous allez demander à Bercy tout à l'heure? On ne sait plus d'ailleurs dans quel sens va le bras de fer. Est-ce que c'est Bercy qui vous demande de faire des efforts? Est-ce que c'est vous qui demandez à Bercy de mettre la pression sur les industriels? Qui demande quoi? Les deux. Bercy nous demande de faire des efforts. On l'a déjà fait avec le fameux panier anti-inflation. Vous avez vu que les distributeurs s'engagent. Mais on n'en a pas vu tellement la couleur de ce panier. On a l'impression qu'on en a beaucoup parlé, mais les Français n'ont pas du tout l'impression que ça a baissé. Oui, parce que les marques nationales ne baissent pas. Parce que les industriels refusent de jouer le jeu. Vous imaginez quand même que c'est quelqu'un qui connaît bien les instances du patronat, puisque Jacques Cressel a même été l'ancien numéro 2 du MEDEF, qui précise ceci. Alors, bon, en fait, les industriels disent qu'il y a eu ils s'étaient engagés sur un petit effort, sur quelques 1000 produits environ, de grandes marques comme Coca-Cola. Eh oui, c'est vrai, avec des remises de 10% accordées sur le célèbre soda depuis le 1er août. Bon, on avouera que ce n'est pas forcément le produit le plus intéressant de ce point de vue pour lequel il faudrait des promotions. Et donc, face à cette situation, Bruno Le Maire a indiqué lundi dernier, le 28 août, qu'il réunira industriels et distributeurs à École-Grégoire cette semaine, donc la semaine dernière, pour leur demander de prolonger leurs opérations qui ont fonctionné et d'élargir à un peu plus grand nombre de produits les opérations promotionnelles, en espérant aller vers une baisse des prix. Bon, nous avons ici un fantastique exemple de l'impuissance du politique capitaliste face aux grands groupes capitalistes contrôlant les grands moyens de production. Et ici, c'est un secteur vital pour tous les êtres humains, puisqu'il s'agit tout simplement de la grande distribution et de l'alimentation. Et de grands groupes qui décident d'accroître leurs marges comme bon leur semble. Alors heureusement que la concurrence libre et non faussée, qu'on nous vend tout le temps, notamment dans le cadre de l'Union européenne ou de la mondialisation capitaliste, est censée déboucher sur une baisse des prix pour les consommateurs. Et quitte à retenir un autre chiffre intéressant, encore plus simple, 2 €, le prix du litre d'essence sans plomb dans les stations-service urbaines. Et sur certaines aires d'autoroute, ça peut aller jusqu'à 2,4 €. Oui, il n'y a pas à dire, la concurrence libre et non faussée en monde capitaliste, c'est du bonheur pour les consommateurs, comme on les appelle, autrement dit pour les travailleurs et les citoyens. On a vu l'événement de la semaine, ou plutôt le non-événement, le chiffre de la semaine, la personnalité de la semaine. Nous sommes en période de rentrée scolaire, et on ne peut pas passer à côté de Gabriel Attal, le nouveau ministre de l'Éducation nationale, dont on peut se demander d'ailleurs quelle sera sa véritable influence. Car il suffit de lire la grande explication accordée par Emmanuel Macron au Point le 24 août dernier, pour y apprendre que, compte tenu des enjeux, l'éducation fait partie du domaine réservé du président, ce qui est écrit nulle part dans la Constitution de la monarchie républicaine qu'est la Ve République. Une violation totale une fois de plus. Et Gabriel Attal, de toute façon, comme le précise son maître, appliquera la même politique que son prédécesseur, Pape Ndiaye. Alors, il faut quand même se distinguer quand on est nouveau ministre, et pour marquer sa prise de fonction, le Rastignac, passé par l'école alsacienne dans sa jeunesse, et qui doit désormais promouvoir l'école républicaine d'ailleurs, a évoqué ce qui constitue pour lui le sujet majeur de la rentrée, à savoir l'interdiction du port de l'abaya. Une interdiction à propos de laquelle nombre d'enseignants souhaitaient des consignes claires, quoi qu'on pense par ailleurs de la décision qui a été prise. Mais bien entendu, la ficelle est trop grosse, pour ne pas voir que ce nouveau ministre a pour mission d'agiter un chiffon rouge et de faire adopter le pacte enseignant,
qui prévoit une rémunération pour les professeurs acceptant une astreinte sous condition de remplacement de leurs collègues absents. Un pacte qui est donc massivement rejeté par les enseignants, à qui l'ancien ministre Pape Ndiaye et Emmanuel Macron avaient pourtant promis une augmentation de 10% de salaire. Le problème, c'est que ça nécessite de dégeler le point d'indice des fonctionnaires et que l'ancien ministre des Comptes publics, à savoir Gabriel Attal, ne le souhaitait pas. Donc quoi qu'il en soit, la rentrée, en fait, s'annonce explosive dans l'éducation nationale, à tout point de vue. Déjà, le nombre d'enseignants dans l'enseignement maternel, primaire, collège, lycée, qui démissionnent, augmente. Rappelons que 70% des enseignants connaîtront une perte de pouvoir d'achat en 2023. Et qu'entre janvier 2020 et le début de 2023, janvier 2000, pardon, et le début de 2023, les prix ont augmenté de 50% alors que le pouvoir d'achat du point d'indice des fonctionnaires n'a augmenté que de 14%. En réalité, il manque encore des milliers de professeurs. Et pour cause. Et pour cause, puisque les concours ne sont plus attractifs, le métier n'est plus attractif, et qu'il y a parfois, comme pour les mathématiques ou l'allemand dans le secondaire, plus de postes disponibles que de candidats. En réalité, cette rentrée marque l'accélération de la destruction du statut de la fonction publique à travers l'individualisation des rémunérations qu'impose le pacte, à travers la volonté de renforcer l'autonomie des établissements, et bien sûr la poursuite du gel du point d'indice des fonctionnaires. Quant à Gabriel Attal, lui, il a été désavoué en quelques jours par son maître. Alors qu'il avait accepté devant les syndicats le principe de faire le bilan des contre-réformes affectant les concours comme le CAPES avant d'envisager quoi que ce soit de nouveau, et bien voilà qu'Emmanuel Macron annonce une formation des enseignants dès l'après-bac. Et on se doute bien que cette formation aura des conséquences dès l'après-bac sur la qualité et sur le niveau de rémunération. Finalement, le jeune loup Attal pourrait vite se révéler être une étoile filante, ou plutôt un boulet filant d'ailleurs, dans son existence de ministre. Quitte à retenir à présent la déclaration de la semaine, pour changer un petit peu de terrain, eh bien, c'est celle, il y en a deux, parce qu'elles se recoupent. C'est celle d'abord de Sébastien Lecornu, ministre français des Armées, à propos de la chute de la dynastie Bongo au Gabon, comme on a pu le voir. La France condamne tous les coups de force. Pour autant, nous ne pouvons pas mettre sur le même plan la situation au Niger, où des militaires illégitimes ont destitué un président légitimement élu, un président qui était généreux d'ailleurs pour fournir de l'uranium tranquillement à la France, et celle du Gabon, où le mobile avancé par les militaires est précisément le non-respect de la loi électorale et de la Constitution. Car de fait, et je pèse mes mots, il existe des doutes sur la sincérité des élections dans ce pays. Une page s'est tournée au Gabon ce mercredi. Le président Ali Bongo Ondimba, à peine réélu, a été destitué par des militaires. Jusqu'à ce putsch condamné par l'Union africaine, ce pays riche en pétrole était dirigé depuis plus de 55 ans par la famille Bongo. Une dynastie accusée de s'être enrichie grâce aux ressources naturelles du pays. Gabon, c'est un pays emblématique de la France-Afrique qui est marqué par la corruption historiquement par des grands groupes français et qui s'est développé et diversifié depuis, marqué par le népotisme, par le fait d'avoir une famille qui détient en fait toutes les clés du pouvoir et avec certains artifices démocratiques mais qui sont en fait complètement aux mains du régime. Pour Thomas Borrell, le co-directeur de l'ONG Survie, les signes de la France-Afrique, cette relation qualifiée de néocoloniale par ses détracteurs, sont toujours présents au Gabon. Après la rupture des liens, en fait, et la France poussée vers la sortie, à la fois en Centrafrique, au Niger, au Mali et au Burkina Faso. En Guinée, c'est moins le cas, mais il est tentant de voir la fin de la France-Afrique. En fait, on voit qu'on a une contestation populaire très forte des liens avec la France des différents régimes qui sont renversés. Par contre, de notre point de vue, nous, la France-Afrique se caractérise par des institutions qui sont encore en place, l'armée française en Afrique, le franc CFA, et puis par une culture paternaliste française qu'il va falloir changer, y compris au plus haut sommet de l'État français. Dans un message vidéo, Ali Bongo appelle ses amis à faire du bruit pour le soutenir, mais dans plusieurs villes de son pays, ce sont des foules qui ont célébré la libération du Gabon. Cette déclaration de Sébastien Lecornu rejoint celle de Joseph Borrell, le chef de la diplomatie européenne, qui d'ailleurs avait comparé l'Europe à un jardin et le reste du monde à une jungle. Et voilà ce que Joseph Borrell a déclaré à propos de la chute de la famille Bongo au Gabon. Les coups d'État militaires ne sont pas la solution. Mais il ne faut pas oublier qu'au Gabon, il y a eu avant cela des élections pleines d'irrégularités.
On ne dira pas le contraire d'ailleurs. Cela s'apparente à un coup d'État institutionnel. Ah, comme quoi ça existe. Bon, en Amérique du Sud, on en parle moins quand ça vise des personnes progressistes, voire socialistes. Truquer des élections pour rester au pouvoir, c'est aussi illégal. Alors, être contre les coups de force, ça n'avait toutefois pas empêché l'Union européenne, de soutenir le coup d'État de l'Euromaïdan en février 2014 qui avait renversé le président ukrainien élu en 2010, Viktor Yanukovych. Ce dernier avait refusé de signer un traité d'association avec l'Union européenne en novembre 2013, ce qui n'a jamais plu aux partisans de l'euro-atlantisme. Quant au successeur de Yanukovych, rappelons-le, Petro Porochenko, qui est soutenu par l'axe UE-OTAN, qui avait une crédibilité proche du néant, il en profita au passage pour entamer la décommunisation de l'Ukraine et pour renforcer la corruption. Ce qui est certain, c'est que Ali Bongo ne pourra pas compter sur le soutien d'Emmanuel Macron, qui, on l'a dit, appuie en revanche sans faille le président nigérien renversé, Mohamed Bazoum. Il est vrai qu'encore une fois, l'uranium est un sujet sensible pour la France. Est-ce finalement un moyen d'accélérer le démantèlement de ce qui reste de la France-Afrique? Ne comptons pas trop sur Macron pour ça. Plus sûrement, c'est un moyen de punir un chef d'État corrompu, qui a fait adhérer son pays au Commonwealth en juin 2022, plus de 2 milliards de consommateurs, un marché de Commonwealth, et qui rêvait que l'anglais devienne l'une des langues les plus parlées au Gabon. Bref, le Gabon échappait à l'influence de la France. Alors, la réalité, c'est que la Macronie est en train de perdre pied en Afrique. Une Macronie qui d'ailleurs a sacrément affaibli la francophonie et qui, dans le fond, ne sait plus comment faire pour essayer de conserver le peu qui lui reste d'influence sur le continent à travers sa France-Afrique néocoloniale. Une France-Afrique qui, d'ailleurs, a été, à raison, remise en cause et fortement attaquée à l'occasion du sommet Russie-Afrique qui s'est tenu en fin juillet dernier, même si on ne rêve pas, on sait très bien que la Russie de Vladimir Poutine, ce n'est pas non plus un régime révolutionnaire et progressiste, donc méfiance. Mais une chose est certaine, c'est que la France perd de plus en plus son influence, notamment linguistique et en termes d'échanges progressistes, pour le peu que c'est, avec les populations africaines, et que la seule façon de pouvoir permettre le développement progressiste de ces populations, non seulement c'est qu'elles soient pleinement souveraines, mais c'est de pouvoir promouvoir une coopération sur des bases égalitaires et souveraines réciproques. Dans chaque revue de presse, nous ferons aussi un point sur l'UE au quotidien. Et pour la semaine dernière, il faut rendre hommage à Wopke Hoekstra, ancien ministre néerlandais des Affaires étrangères qui a démissionné de son poste et qui est pressenti pour devenir le nouveau commissaire européen chargé de l'action pour le climat. Bref, dans la continuité de l'action écologique de l'Union européenne, puisque Wopke Hoekstra a été ministre des Finances, favorable à la rigueur, bien entendu au niveau européen, dans le gouvernement Rutte, et surtout c'est un ancien employé de plusieurs années chez le géant du pétrole Shell et au sein du cabinet de conseil McKinsey. Et voilà donc celui qui va être Monsieur Climat de l'Union européenne. C'est aussi une longue carrière politique à La Haye qui est marquée par une série de querelles avec les pays du sud de l'Europe et la France, à propos bien sûr de l'euro-austérité. À tel point que l'ONG Friends of the Earth Europe, veuillez m'excuser, c'est comme ça, a estimé que Wopke Hoekstra n'a aucun antécédent en matière de défense du climat et n'est pas fait pour ce poste. Et Jagoda Munic, qui représentait cette ONG, a déclaré que nommer un ancien employé de Shell pour diriger la politique climatique de l'Europe, alors que nous traversons une crise climatique déclenchée par l'industrie des combustibles fossiles, est un message affligeant. Mais très sincèrement, faut-il être surpris de cette décision de la part d'Ursula von der Leyen et des institutions européennes, quand on sait que BlackRock est devenu conseiller environnement de l'Union européenne en avril 2020. Alors évidemment, les tartuffes du type Europe Écologie des Verts, le Parti Socialiste ou toutes les autres formations sociales démocrates vendront l'importance du scrutin européiste de juin prochain comme la possibilité d'aller vers une Europe verte, une Europe sociale, les États-Unis socialistes d'Europe, ou que souhaitons encore. Mais soyons rassurés parce que le Slovaque Maroš Šefčovič, qui est vice-président exécutif de la Commission européenne, et désormais chargé de la mise en œuvre du pacte vert, a assuré que les ambitions de la Commission étaient inchangées et ne seraient pas diluées. Pas diluées, sauf peut-être dans les intérêts des multinationales de type Shell. Enfin, pour terminer cette revue de presse, il y aura toujours, chaque semaine, un petit point sur l'actualité idéologique. Ça peut très bien concerner des films, des pièces de théâtre, le cinéma, la musique, des colloques, des conférences, ce qui se passe aussi dans les universités.
Et justement, pour cette semaine, pour prendre conscience des délires qui affectent les universités et les colloques de recherche, nous signalons la tenue, le 15 septembre prochain, à la Maison Sujet à Paris, d'une table ronde, en anglais, évidemment en anglais, c'est beaucoup plus simple pour comprendre, et qui est intitulée « The Last Soviet Famine, 1946-1947 », là je vous le dis en français, « Drought and Food Crisis in War's Aftermath Across Western Russia, Ukraine and Moldova ». En gros, on va s'intéresser aux famines dans le monde d'après-guerre, à l'ouest de la Russie, en Ukraine et en Moldavie. L'organisateur de ce colloque est Stephen Whitcroft, professeur d'histoire à l'université de Melbourne, qui a pourtant contesté la fable d'un prétendu génocide par la faim qui serait survenu en Ukraine en 1933. La fameuse thèse de l'Holodomor, qui, rappelons-le, a été démentie par un très grand nombre d'historiens aguerris sur le sujet, à commencer par Annie Lacroix-Riz, auteur d'un entretien il y a quelques mois pour le site Initiative communiste. On se demande bien quel est l'intérêt d'organiser une telle table ronde, si ce n'est d'offrir, dans le fond, une nouvelle possibilité aux partisans des génocides imaginaires. Et dans ces partisans, bien sûr, vous avez toute l'extrême droite, toute la droite réactionnaire, tous les macronistes, mais même les eurodéputés et députés de type Parti Socialiste, Europe Écologie Les Verts. Rappelons d'ailleurs que même les députés euro-insoumis ont validé l'existence d'un génocide par la faim en 1933 en Ukraine. Et bien voilà l'occasion d'imputer une fois de plus à l'URSS en 1933 une nouvelle destruction, alors qu'on peut se dire que finalement, en 1945, au regard de la barbarie nazie, aidée par leurs supplétifs nationalistes antisémites du type Bandera, on peut se douter que les soviétiques allaient manquer terriblement de faim et souffrir du fait de la politique de la terre brûlée, des pillages, des massacres et des génocides réels pratiqués par les nazis à l'encontre des populations slaves et surtout juives. Voilà, c'est fini pour cette première revue de presse, nouvelle version en quelque sorte, que vous retrouverez donc chaque semaine. Bien sûr, nous allons voir comment va s'écouler la semaine qui suit, mais d'ores et déjà, vous avez compris que avec cette nouvelle formule, vous aurez ainsi un tour d'horizon à travers un événement, une personnalité, un chiffre, une déclaration, et toujours un petit point sur l'Union européenne en cette année de scrutin européiste, et sur l'actu idéologique culturelle. Citoyens, chers amis, chers camarades, à très bientôt, et plus que jamais, continuons les luttes face à cet ordre euro-atlantique qui est en train de littéralement détruire ce qui reste de souveraineté nationale et populaire, et ce qui reste de conquête sociale chèrement acquise par le prix du sang des travailleurs. Le combat continue, camarades.